Mathieu, c'est important aussi de voir ces images, c'est-à-dire qu'une fois que la compétition est terminée pour eux, de voir les athlètes. Alors, il y en a tous les soirs au Club France, je crois que Ouais. l'équipe de natation, ça sera lundi soir, il me semble, qu'ils aillent à la rencontre aussi des supporters, parce qu'on voit cette ferveur et on voit que les athlètes sont aussi contents de pouvoir rencontrer un peu plus calmement ceux qui les ont encouragés pendant cette compétition. Oui, et puis il faut se dire qu'en fait, beaucoup d'athlètes, notamment que ce soit la natation, le judo, etc., sont des athlètes qui, finalement, souffrent, on va dire, d'un certain, pas, un certain manque de visibilité leur compétition On ne connaissait pas nationale, Léon Marchand, internationale. ou peu de gens le Peu de gens les connaissaient avant. connaissaient par rapport à d'autres sports comme le basket, le football, le rugby, etc., où il y a un soutien populaire qui est plus massif. Là, je trouve que c'est véritablement hyper intéressant et hyper stimulant pour les athlètes. Et d'ailleurs, Léon Marchand, Teddy Riner également le disent, c'est la foule qui les a transportés. Léon Marchand a dit, et l'a rappelé à plusieurs fois, quand il a fait cette sorte de remontée spectaculaire lors de sa course pour gagner la médaille d'or, c'était aussi grâce au public, évidemment, grâce à ses prestations athlétiques, mais également grâce au public qui l'a transporté. Et ils ne sont pas habitués à jouer ou à concourir devant autant de gens qui font la fête pour eux. Et ensuite, après, effectivement, le rendez-vous au Club France est, je trouve, bien organisé d'une part, et d'autre part, permet de communier réellement avec le public français. Justement, ce risque, vous vouliez rajouter quelque chose l'un et l'autre, allez-y. Je voulais apporter un point de nuance là-dessus parce que la stratégie américaine a quand même évolué depuis celle qu'avait entamée George W. Bush, ce qu'on appelle la stratégie des faucons américains, très interventionniste au Moyen-Orient. On s'aperçoit quand même, quand on regarde l'histoire des relations entre les États-Unis et le Moyen-Orient, et c'est un sujet sur lequel nous on avait travaillé dans le think tank. En fait, depuis 2013, les États-Unis ont entamé ce qu'on appelle, sous Barack Obama, un pivot vers l'Asie. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont, on va dire, laissé une partie de ils ont déplacé une partie de leurs forces en Europe et au Moyen-Orient vers l'Asie, et notamment en focalisant leur attention sur la Chine, qui est un réel rival systémique et un enjeu majeur pour la domination mondiale. Et pas de déplacement de force. Mais ça s'est traduit par un déplacement de l'attention. Et d'ailleurs, un conseiller de Barack Obama disait « Les sujets au Moyen-Orient n'occupent plus autant les bureaux de l'équivalent du ministère des Affaires étrangères aux États-Unis ». Et donc, ce tournant, on va dire, asiatique a été encouragé et encore magnifié par Donald Trump, puis par l'administration de Joe Biden. Et donc, ce à quoi on assiste, c'est un retour relatif de la puissance américaine au Moyen-Orient, parce que, comme vous l'avez dit, ils n'ont plus autant besoin du Moyen-Orient pour l'approvisionnement énergétique, d'une part, et d'autre part, parce que l'administration Biden n'a pas obtenu des résultats, un franc succès sur le Moyen-Orient, puisque, rappelez-vous, les talibans ils sont revenus au moment où Joe Biden est arrivé au pouvoir, et donc ça a été une sorte de défaite politique pour l'administration de Joe Biden, lorsque celle de Donald Trump avait fait avancer la paix avec les accords d'Abraham. Mathieu, on voit effectivement le travail incroyable de ces familles et qui veulent, en fait, et on l'entend, qu'il n'y ait pas de désinformation, et aussi de ces visiteurs qui veulent aller sur place comme un lieu presque de pèlerinage, en fait. Et ils rencontrent aussi ces familles, c'est l'occasion de mieux comprendre, et on imagine aussi pour les familles de faire un certain travail de deuil en parlant aussi des proches de leurs enfants, notamment qu'ils ont perdus. Oui, ça rappelle ce qui s'est passé aux États-Unis après le 11 septembre, où justement, c'est devenu le World Trade Center est devenu un lieu de mémoire, en fait, des victimes du terrorisme islamiste, parce qu'il faut quand même le rappeler, l'attentat du 7 octobre à l'encontre d'Israël, c'est le 11 septembre israélien, c'est l'équivalent de ce que nous on a vécu au Bataclan lors des attentats de novembre 2015. C'est parce que le terrorisme islamiste aujourd'hui n'aime pas la civilisation occidentale, veut la destruction de la civilisation occidentale, et pour ces gens-là, Israël incarne la civilisation occidentale, tout ce que ça signifie, la démocratie libérale, le droit des femmes, etc., dans cette région du monde qui est hostile à ce système de valeurs. Et donc, c'est pour ça que l'engagement des familles est éminemment respectable, de pouvoir justement faire de ce lieu de Nova un lieu effectivement un peu de pèlerinage, ou du moins de recueillement, pour tranquilliser les familles, et puis aussi pour justement que la mémoire puisse
perdurer parce que c'est un acte odieux qui a été fait à l'encontre d'Israël. On imagine que notamment le gouvernement démissionnaire et le président de la République soufflent aussi un petit peu en se disant que finalement, effectivement, il arrive à gagner du temps grâce à ces Jeux Olympiques. Tout à fait. Le gouvernement démissionnaire a gagné du temps parce que justement, les Français ont détourné leur attention de la politique. On sort d'une séquence politique européenne et les 2 tours de législative qui a été très fatigante, très usante pour les Français et très même anxiogène d'une certaine façon, avec une incertitude très forte sur l'activité et parlementaire et gouvernementale. Les Français ont détourné leur regard vers justement les Jeux Olympiques. Mais les Français ont toujours été comme ça, et ont toujours été au rendez-vous de l'histoire dès lors que la France a organisé une compétition sportive. Rappelez-vous de la Coupe du Monde en 1998, je me souviens aussi de l'Euro 2016 récemment, ou de la Coupe du Monde de rugby 2023, où de la même façon, les Français s'étaient pris de passion pour leurs équipes nationales et avaient mis de côté un petit peu la politique politicienne et les jeux de pouvoir. Or, maintenant, ce qui va être intéressant, c'est l'après-Jeux Olympiques qui va justement réactiver tous les problèmes de la société, parce que même si les Jeux Olympiques constituent une trêve politique formidable, évidemment, les Français qui nous regardent ont toujours les mêmes problèmes et les mêmes sujets en termes d'insécurité, de pouvoir d'achat, de manque de services publics, etc. Et donc ça ne changera pas. Et d'ailleurs, les Français vont attendre avec impatience, je pense, les défis du prochain gouvernement qui devra être nommé aux alentours de la mi-août ou un jour peut-être. On voit que les choses se passent très bien et ça répond un peu à ceux qui disent parfois que la police tue ou a un racisme systémique, parce qu'on voit quand même des forces de l'ordre qui sont ultra mobilisées. On sait qu'elles n'ont pas de week-end, qui se retrouvent certes à assurer la sécurité, mais aussi, il faut bien le reconnaître, à faire un peu office de tourisme pour guider les touristes. Et à chaque fois qu'on interroge des touristes venus de l'étranger, ils disent à quel point les forces de l'ordre sont accueillantes, souriantes et les aident pour des missions qui en fait ne sont quand même pas les leurs à la base. Tout à fait. Ce que démontrent ces Jeux Olympiques, mais dans la droite lignée de ce qui s'est passé, notamment la réponse policière aux émeutes de 2023, c'est que lorsque vous mettez un dispositif sécuritaire, policier, assez massif au contact de la population, eh bien en général, ça se passe bien. Ça se passe bien parce que les forces de police sont évidemment sont entraînées, sont formées et sont très bienveillantes à l'égard de la population dans bien des situations. Et ça se passe bien parce que les gens n'ont pas peur de l'uniforme d'une certaine façon. Et donc, ce que démontrent ces Jeux Olympiques, c'est que alors que pour autant, il pouvait y avoir un certain doute au début. C'est-à-dire que, rappelez-vous, la semaine avant les Jeux Olympiques, on avait avant la cérémonie d'ouverture où les forces de l'ordre n'avaient pas justement les bonnes consignes au bon moment. Vous vouliez traverser un pont, un policier pouvez vous dire que vous pouvez pas le traverser, mais que dans 1 heure vous pouviez le traverser. Et puis vous allez voir le collègue, il vous disait l'inverse, parce que justement les consignes en haut n'étaient absolument pas claires. On ne savait pas on ne savait pas où aller, et donc les policiers avaient des consignes qui n'étaient pas claires à donner aux gens. Maintenant, les consignes sont très claires. Les policiers se comportent bien à l'égard de la population, et donc effectivement, la sécurisation des Jeux Olympiques avec un dispositif humain important déployé au contact de la population fait que ça se passe bien. C'est vrai que Mathieu, on a vu un certain nombre de réactions, vous le citiez, du côté du Hezbollah de Netanyahou, c'est-à-dire que chacun se dit on est prêt à riposter, chacun dit à l'autre on est prêt. Maintenant, il faut effectivement différencier ce qui tient véritablement de la stratégie guerrière, entre guillemets, ou de la stratégie politique qui ne tient finalement, entre guillemets, qu'à la communication. Tout à fait. Et il faut surtout se poser la question de qui a intérêt à régionaliser le conflit, ou qui a intérêt à cette escalade. À s'engager dans ce conflit déjà. Exactement. Or, quand on regarde, on prend la carte des acteurs, il n'y a quasiment aucun acteur dans la région qui a intérêt à une escalade. Si je prends par exemple les 2 nations qui s'affronteraient à la fois Israël et l'Iran. Israël n'a absolument pas intérêt à une régionalisation du conflit, puisqu'Israël est entouré d'ennemis d'une part, et d'autre part fait face à une multiplication des fronts qui disperse son attention, avec le front au sud à Gaza, le front à l'est en Cisjordanie, et le front au nord avec le plateau du Golan avec la Syrie, et le Liban avec le Hezbollah. Et donc la multiplication des fronts disperse ses forces, et surtout sature son dôme de fer, puisque du coup Israël est menacé constamment par des roquettes qui saturent du coup les capacités de riposte du dôme de fer. Ensuite, l'Iran n'y a pas non plus intérêt, parce que l'Iran, si s'engageait dans un conflit de très haute intensité avec l'État d'Israël, avec l'État hébreu, se retrouverait isolé sur la scène internationale, puisque même les acteurs comme la Chine et la Russie n'y verraient pas un œil favorable une déstabilisation du Moyen-Orient par l'intermédiaire de l'Iran. Ensuite, après, pour les acteurs dits non étatiques, le Hezbollah et le Hamas, le Hezbollah n'y a pas non plus intérêt à régionaliser le conflit, puisque le Liban est dans une situation économique, politique et sécuritaire très précaire, et si le Hezbollah devient, on va dire, l'égérie de la déstabilisation du Moyen-Orient, l'opinion publique
libanaise et l'opinion publique, une partie de l'opinion publique qui est favorable, on va dire, au Hezbollah, ne soutiendra plus le mouvement terroriste. Le seul acteur qui a intérêt aujourd'hui à régionaliser le conflit, c'est le Hamas. Parce que le Hamas est en train de perdre à Gaza, c'est la réalité des faits. Et surtout, le Hamas a besoin de prendre en otage, d'une certaine façon, les leaders politiques du monde arabo-musulman. Et de déstabiliser encore plus la région. Exactement, parce qu'en fait, ils ont besoin du soutien d'autres puissances, notamment les puissances sunnites du monde musulman, l'Arabie saoudite, etc. Parce qu'aujourd'hui, ces puissances-là s'étaient détournées de la cause palestinienne d'une certaine façon en engageant depuis plusieurs années un rapprochement avec l'État hébreu, avec les accords, notamment les accords d'Abraham. Et donc le Hamas, il n'y a que le Hamas qui a intérêt aujourd'hui à régionaliser le conflit parce que c'est le seul qui est dans une optique belliciste et guerrière. Réaction rapide, Mathieu Hoc, c'est vrai qu'on a beaucoup misé sur les épreuves dans la Seine. On va croiser les doigts, Tony Estanguet est serein, mais on ne peut pas s'entraîner maintenant, mais on pourra s'y baigner demain 8h. Il faut être serein là. Il faut être serein, mais dans tous les cas, ça peut fausser le résultat de cette compétition et cette épreuve de triathlon, puisque si par cas, il n'y a pas d'entraînement avant la compétition, il y a certains athlètes qui pourraient se sentir floués parce qu'effectivement, la préparation de dernière minute est aussi quelque chose qui est très important dans le sport, quel que soit le sport. Et je pense également, je ne connais pas ce sport, le triathlon particulièrement, mais je pense que ça joue peut-être sur la confiance, sur si on est capable de faire des bonnes prestations à l'entraînement juste avant la compétition officielle. C'est quelque chose qui va être important. Et si par cas, l'épreuve est aussi reportée, voire annulée, puisqu'il n'y a pas de plan B en réalité. Hein. Le plan B, ça serait de supprimer l'épreuve de natation. Ça devient un biathlon. Qui devient un biathlon. Et donc là encore, on fausserait d'une certaine façon le résultat de la compétition, puisqu'il y a des athlètes qui pourraient être meilleurs sur l'épreuve natation du triathlon, qui se sentiraient floués d'une certaine façon. Mathieu Hoc, on peut dire qu'après tout, ça reste normal. Il est président de la République, d'un pays qui accueille les Jeux Olympiques. Alors, quand il va féliciter des athlètes, on dit qu'il en fait trop, mais en même temps, quand il ne le faisait pas, quand pendant une semaine on ne l'avait pas vu, on se demande où il est. Donc l'équilibre, il est quand même dur à trouver, honnêtement, il faut le reconnaître. C'est sûr, il n'y a que des mauvaises options d'une certaine façon. Moi, je pense qu'il faut distinguer deux choses. C'est Emmanuel Macron en tant que premier supporter de l'équipe de France, enfin l'équipe de France, des équipes de France. Et là, en l'occurrence, il est tout à fait dans son rôle. Et je pense que les Français ne lui en tiendront pas rigueur d'être le premier supporter des France, d'annoncer les médailles, d'être un supporter qui soit gagné par la ferveur. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est plutôt positif. Je me rappelle notamment de l'image qui était très forte lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie, lors du match France-Croatie. On avait vu un Emmanuel Macron qui, effectivement, était en tant que supporter. Ça ne gêne pas les gens. En revanche, moi, je pense que ce qui interpelle les gens, c'est la surcommunication, mais c'est surtout le fait qu'on a l'impression parfois qu'Emmanuel Macron se comporte plutôt comme un sélectionneur ou le patron d'une fédération. C'est-à-dire qu'il donne des conseils à Teddy Riner, il donne des conseils à Kylian Mbappé en 2022 à la Coupe du Monde, justement, face à l'Argentine, à la finale. Et ça, je pense que les gens trouvent que c'est assez insupportable parce que ça donne l'image d'un président de la République là, il sort un peu de son rôle. Il sort de son rôle, qui veut attirer la couverture sur lui, alors qu'il faut justement laisser les champions prendre la lumière parce que c'est eux qui méritent les médailles, c'est eux qui méritent. Ils n'ont pas besoin des conseils d'Emmanuel Macron. Teddy Riner n'a pas besoin des conseils d'Emmanuel Macron pour pouvoir gagner son épreuve, ou Kylian Mbappé n'a pas besoin pour faire un grand match à la Coupe du Monde. Mathieu, en revanche, on voit qu'il y a peut-être une garde alternée de nos équipes nationales parce que on a vu pendant une semaine Gabriel Attal, maintenant on voit Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'on se dit, alors les choses ont peut-être d'ailleurs été bien réparties en se disant, en fait, chacun son tour, il y a des vacances aussi pour les ministres ou pour le président de la République, mais chacun a eu un rôle un peu différent. Gabriel Attal, on le voit quand même plus en retrait, il est très supporter dans les tribunes par exemple, mais avec les athlètes, c'est pas le même style. Oui, en effet, parce que les deux ont des enjeux d'image qui sont différents. Emmanuel Macron a une cote de popularité qui est au plus bas quasiment de l'histoire des présidents de la Ve République. Il est en cote de popularité autour de 25%. Donc c'est-à-dire qu'il y a 75% des gens quand même qui sont très critiques à l'encontre du président de la République. Donc lui, son enjeu pour lui, c'est plutôt de redorer son image et de s'inspirer, comme ça a été un peu dit, de Jacques Chirac après la Coupe du Monde de 1998. Et Jacques Chirac, lui pour le coup, qui n'est pas un sportif et qui n'est pas quelqu'un qui était passionné par le football à la différence d'Emmanuel Macron, Jacques Chirac avait incarné une certaine idée de la France et donc avait réussi à conquérir le cœur des gens, puisque effectivement à 5 ans il avait une cote de popularité après ce qu'on appelait la Chiracomania, après la Coupe du Monde 98. Sa cote de popularité oscillait plutôt entre 50 et 60% d'opinion favorable. Donc on est vraiment à des... Ça en fera arriver certains. C'est exactement. Donc Emmanuel Macron rêve de ça. Donc lui, ça c'est son enjeu. Pour Gabriel Attal, il a un enjeu plutôt d'efficacité. Il a plutôt un enjeu d'image au sens d'être... parce que sa présence, on va dire, en tant que Premier ministre aujourd'hui, n'est justifiée uniquement par Emmanuel Macron pour organiser les Jeux Olympiques. Parce que c'est comme ça, c'est ce
qu'il a dit, c'est le mandat qu'il a fixé à Gabriel Attal. C'est Gabriel Attal gère les Jeux Olympiques et donc c'est pour cela que le gouvernement démissionnaire reste démissionnaire en marche, ouais. parce que normalement un gouvernement démissionnaire ne dure que quelques jours et non quelques semaines. Et donc et encore moins quelques mois, mais on verra. Encore moins quelques mois. Et on verra si effectivement il changera Gabriel Attal. Et c'est pour cela justement qu'Emmanuel Macron, que Gabriel Attal, va utiliser les Jeux Olympiques. C'est pour justifier lui plutôt sa présence au niveau de l'organisation. Et c'est pour ça qu'il est plutôt en retrait, plutôt à féliciter les athlètes sur Twitter et sur X maintenant, et plutôt à être sur la partie plutôt opérationnelle de ces Jeux Olympiques. Mathieu, je vous vois acquiescer sur cette déclaration. Il a eu raison là de prendre la parole. Alors c'est efficace et court, mais il a eu raison de faire cette mise au point. Je pense qu'il a eu raison, et puis surtout, c'est que je pense que c'est aussi un message adressé au reste du spectre politique français, et notamment à la gauche qui a très longtemps justement surrevendiqué le poste de Premier ministre. Je pense qu'avec cette déclaration, on voit bien qu'Emmanuel Macron, on comprend pourquoi il n'a pas nommé quelqu'un du nouveau Front populaire, au-delà du fait qu'ils sont en incapacité de pouvoir gouverner durablement cette Assemblée nationale et le pays, c'est parce que le nouveau Front populaire, il avait pas envie d'avoir un Premier ministre qui soit Clémence Guettet, Emmanuel Bompard ou Lucie Castet, qui partagent avec lui l'organisation et les belles images de ces Jeux Olympiques. Je pense qu'on voit surtout cela derrière cette déclaration. Et c'est vrai que sérieuse, mais avec sagesse, comme le dit le rapporteur Gérard Vespierre, on se rend compte qu'il y a véritablement la volonté quand même de répliquer, si j'ose dire, presque pour la forme, mais de ne pas répliquer trop pour ne pas aller justement vers quelque chose qui va s'éterniser de riposte quasiment permanente, Mathieu Hoc. Oui, parce que le Hezbollah n'a pas intérêt justement à une surréaction israélienne compte tenu de la situation précaire du Liban, qui est une situation politique catastrophique et même épouvantable, une situation économique qui l'est encore plus, notamment parce que le pays a du mal à se relever quand il y avait eu à Beyrouth, l'explosion au port de Beyrouth. Et d'ailleurs, c'était il y a 4 ans. C'était il y a 4 ans, et le pays a toujours, moi je connais beaucoup de gens qui sont originaires du Liban, qui m'expliquent que le pays ne s'est toujours pas relevé de cette catastrophe-là, qui a révélé aussi des pratiques de corruption, des pratiques mercantiles dans le pays. Et il y a 2 millions de réfugiés syriens, n'est-ce pas? Et puis il y a aussi la question des réfugiés syriens depuis au moins 2011. Donc, d'un point de vue sécuritaire, le Liban est aussi dans une situation qui est dans le rouge. Et donc le Hezbollah n'a pas intérêt justement à engager Israël, à faire en sorte qu'Israël aille jusqu'au bout, comme en 2006, parce que cela aurait des conséquences néfastes sur la situation libanaise et donc sur les soutiens, la base de soutien, dans le soutien dans la population libanaise dont dispose le Hezbollah. Sachant que le Hezbollah est quand même aussi, il faut le dire, une puissance non étatique beaucoup plus importante que le Hamas. Oui. Le Hezbollah a 50 000 combattants, qui sont des combattants qui sont aguerris, qui ont été formés, entraînés et qui ont mené plusieurs théâtres, qui ont mené beaucoup d'opérations, notamment en Syrie pour soutenir le régime de Bachar al-Assad et en Irak, également lorsqu'il y a eu la guerre contre Daesh. Et donc le Hezbollah est un adversaire qui est beaucoup plus coriace pour Israël que ne peut l'être le Hamas. Et donc lorsqu'on voit que Benyamin Netanyahou a du mal à vaincre le Hamas seul, aujourd'hui on se demande comment il pourrait le faire face au Hezbollah.